Les cahiers de lecture sont fiers de contribuer à la diffusion de la littérature universitaire en soutenant cette émission. La Faculté des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal est fière de contribuer à la diffusion de la recherche en soutenant cette série documentaire. Sous la chemise, doubler la beauté. Il faudrait le finir pour que ça ne pas trop. Aujourd'hui, les publications universitaires vous proposent une entrevue sur le fonctionnement et le pouvoir grandissant des paradis fiscaux dans le monde contemporain. Vous couperez ça au montage. J'ai mis changer les lits de place. Notre invité, Alain Deneau, a complété un doctorat en philosophie à l'Université Paris 8. Il étudie et enseigne depuis plusieurs années la sociologie de l'argent et il est avec nous aujourd'hui pour parler de son dernier livre, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle. Dans votre introduction, vous dites qu'il n'y a rien de plus faux, de plus restrictif et de plus inapproprié que de limiter l'offshore à la seule question de l'évasion fiscale. Qu'est-ce que vous entendez par offshore? Déjà, offshore, c'est l'adjectif et l'adverbe qui est accepté aujourd'hui pour qualifier tout ce qui touche de près ou de loin aux paradis fiscaux ou ce que j'appelle plus largement les juridictions de complaisance. Et justement, cette appellation plus large vise à étendre le problème offshore à d'autres secteurs de considération là, que la stricte fiscalité. Au-delà de ce problème, on assiste à travers la panoplie de quelques 60 et 80 paradis fiscaux là, qu'on connaît, là, les Bahamas, les Bermudes, le Panama, les îles anglo-normandes, Monaco, le Luxembourg, le Liechtenstein, les îles Seychelles, ainsi de suite. On a tous, un jour ou l'autre, entendu parler de ces juridictions de complaisance qui permettent, en fait, à des acteurs très puissants et à des multinationales, à des banques, à des compagnies d'assurance de se soustraire aux règles des droits et des devoirs qui prévalent dans les démocraties. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est de voir justement comment ces juridictions de complaisance et ces paradis fiscaux permettaient à ces acteurs qui agissent en dehors de nos cadres juridictionnels de déployer leurs activités quant à plusieurs secteurs d'activité publique. Par exemple, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de l'investissement, des fonds à risque, dans le domaine du transport maritime, même dans le domaine de l'industrie et du travail manufacturier. On retrouve dans les paradis fiscaux des juridictions qui permettent en quelque sorte de retourner le droit comme un gant et de faire en sorte que le droit neutralise le droit, et de faire en sorte que des acteurs qui veulent agir sans être encadrés et restreints de quelque façon que ce soit dans les États de droit, ainsi que ça a été le cas traditionnellement, là, puissent le faire en toute quiétude ailleurs. Pour se représenter la puissance des paradis fiscaux, quelle proportion de la richesse mondiale se trouve dans les paradis fiscaux? Grosso modo, et ça, c'est des données qui sont tout à fait admises, là, la moitié des flux financiers mondiaux transitent par les paradis fiscaux. Et je dirais que là, moi, mon travail a commencé là. Il a commencé là, c'est-à-dire que sans passer strictement par des disciplines que seraient la fiscalité ou le droit ou l'économie orthodoxe, il s'est agi de se demander qu'est-ce qui advient de la moitié des flux financiers mondiaux du moment qu'ils ne sont plus encadrés par des institutions de droit. Quelle incidence ça a, non seulement dans l'histoire pour nous, comme citoyens d'État de droit, mais aussi pour la pensée elle-même. C'est-à-dire comment on se met à penser encore des réalités comme la criminalité, comme la souveraineté de l'État, comme la vie collective, les institutions publiques, le bien public, comment on pense les questions frontalières, comment on pense même les formes de représentation du pouvoir, quand on sait que les acteurs les plus puissants de la planète, j'entends les acteurs privés, peuvent à tout moment se soustraire aux règles de droit. C'est ça qui m'intéressait. Et c'était de voir en fait les acteurs privés d'aujourd'hui, qui sont souvent définis comme des économies en soi. On va dire, par exemple, que Coca-Cola est une économie, Michelin est une économie, à côté du Togo, qui sera une économie aussi. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, les économies sont plus souvent privées que publiques. Donc, je me suis demandé dans quelle mesure ces économies qui arrivent à évoluer offshore
ne deviennent pas finalement des acteurs souverains au même titre que les États, capables de mobiliser quand c'est nécessaire des trafiquants d'armes, des mercenaires, je veux dire de se prêter à la corruption dans les pays du Sud et de se livrer donc, à un certain nombre d'opérations qui étaient, il y a quelques décennies encore, l'apanage des États constitutionnels. Petite question technique, comment les divers acteurs du monde économique procèdent-ils pour faire de l'évasion et diriger les fonds vers les paradis fiscaux? Il y a beaucoup de techniques. Et aujourd'hui, ce qui est effarant, c'est de voir effectivement à quel point, je ne dirais pas qu'il est devenu facile, mais presque, pour un chef d'entreprise ou pour un acteur fortuné de contourner le fisc. Il y a même des modalités tout à fait légales pour le faire, en plus des formes illégales. Le transfert de prix, c'en est une, par exemple. Une entreprise grande ou moyenne, ou même petite, peut se vendre à elle-même la marchandise qu'elle produit, par exemple, en nous créant une filiale, par exemple, à la Barbade. Donc, elle produit pour un montant X de biens dans une année, elle se vend à elle-même sa production au prix coûtant, donc ici, elle ne paie pas d'impôts. Et depuis sa filiale de la Barbade, elle écoule auprès de détaillants, par exemple, les biens qu'elle a produits, et elle enregistre dans ce paradis fiscal-là ses profits de façon à ce qu'ils échappent au fisc. C'est des sommes colossales qui échappent ainsi au trésor public. Et évidemment, le problème il est de cet ordre-là. Il concerne le fisc, je dirais, à deux titres. C'est que d'une part, le fisc ne joue plus son rôle technique qui est, d'une manière tout à fait perfectible et insatisfaisante, mais néanmoins réelle, de redistribuer la richesse, c'est-à-dire de percevoir auprès des nantis une certaine somme d'argent qui permet de financer des institutions de biens publics. C'est le premier problème. Mais le second problème, il est, je dirais, dans les esprits, dans des phénomènes de conscience. C'est-à-dire qu'on finit par oublier même quel est le rôle et la fonction quasi anthropologique du fisc, qui, au-delà de ce mécanisme, consistait pendant longtemps, au fond, à être cette pointe d'épine dans le gras du riche, qui lui rappelle qu'il doit l'existence d'institutions de biens publics le fait de son propre enrichissement. Je m'explique. Un investisseur aujourd'hui qui arrive à Montréal, il a accès à des institutions publiques comme les aéroports, les universités, le système de santé qui lui permet d'avoir à disposition une main-d'œuvre soignée, le système d'éducation qui lui permet d'avoir à disposition une main-d'œuvre formée, un système de protection sociale qui garantit une certaine paix sociale, ainsi de suite. Donc, l'investisseur qui arrive à Montréal, en fait, il profite le premier d'un système de droit, d'un système routier, d'un système institutionnel en vertu duquel il peut s'enrichir, ce qui se vérifie d'un point de vue libéral, là, si on veut. Le problème, si on voit le fisc toujours comme une sorte de menace, et si on voit le fait de lui soustraire de l'argent toujours comme un sport, auquel tout le monde devrait s'adonner, le problème, c'est qu'à la fin, il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus que la classe moyenne, en gros, et ceux qui voient en quelque sorte l'impôt être perçu directement sur le revenu et qui ne suffisent plus à financer des institutions publiques qui profitent à tout le monde, à commencer par les grands investisseurs qui aujourd'hui fuient le fisc, contournent le fisc par toutes sortes de stratagèmes qui sont offerts dans les paradis fiscaux. Il y a aussi beaucoup de problèmes. Je m'arrête sur un seul d'entre eux, c'est le dumping. C'est que les États de droit finissent par être en concurrence avec les paradis fiscaux. On voit par exemple le gouvernement du Québec abaisser sa taxe sur les placements en capitaux à 9,9 %. On dirait un prix, l'étiquette d'un prix sur un produit de magasin en rayon. 9,9 %, qu'est-ce que c'est? C'est un prix qui vise en fait à attirer les investisseurs en leur disant, écoutez, au fond, le Québec, dans ce secteur-là, n'impose pas davantage ou presque pas davantage que dans un paradis fiscal, au fond. C'est-à-dire qu'on voit les États constitutionnels, les États traditionnels, entrer en concurrence avec des paradis fiscaux qui, eux, effectivement, ce sont des souverainetés souvent de pacotille qui sont louées à des investisseurs, à des acteurs fortunés, qui n'ont pas à subvenir au financement d'institutions publiques. Donc,
Donc là, on assiste à un problème là, historique et social de grande envergure. Vous dites que les paradis fiscaux ne font pas les beaux jours uniquement des criminels à cravate, mais aussi des criminels classiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, c'est tout à fait connu que, je veux dire, les petits, moyens et grands trafiquants de drogue, par exemple, ou les trafiquants d'armes, ou les auteurs de corruption politique, de trafic d'influence, disons, ne vont pas consigner le fruit de leurs activités à la Caisse populaire du coin. Le réseau des paradis fiscaux s'est développé à partir du 19e siècle, disons, pour aller vite, en fonction d'un concours de circonstances, puis d'antécédents historiques qui n'étaient pas vraiment prévus. Là, il ne s'agit pas d'un complot aurait fomenté quelques cerveaux dans je ne sais trop quelles officines, mais il reste que, avec l'essor de ce réseau de paradis fiscaux qui ont permis à des acteurs futés de profiter de certaines dispositions juridictionnelles à gauche et à droite pour fuir les contraintes en vigueur dans l'État de droit, notamment le fisc, on s'est trouvé à développer tout un régime institutionnel et juridictionnel parallèle. Il y a, en quelque sorte, quand on pense à la souveraineté politique, ici, il y a deux régimes de souveraineté. Il y a le régime traditionnel, là, celui des États comme on les connaît, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Espagne, ainsi de suite, le Japon. Et il y a tout un régime mal compris, qui est celui des paradis fiscaux et des juridictions de complaisance. Et dans ces juridictions de complaisance-là, dans ces paradis fiscaux, prévalent, au-delà de la simple question des congés fiscaux, la question du secret bancaire et du secret sur l'identité des titulaires de compte, sur l'identité des actionnaires, ou voire des administrateurs de filiales de sociétés ou de sociétés, en plus de penser à la possibilité qu'on a de créer des compagnies d'assurance, des banques sur mesure, ainsi de suite. Donc là, il y a tout un pan d'activité qui se développe. Et évidemment, le crime économique et le crime tout court s'est faufilé dans ce réseau-là. Si vous prenez un paradis fiscal comme le Panama, je veux dire, les criminologues les plus sérieux du monde vont présenter cette juridiction comme étant un haut lieu du blanchiment des fonds du narcotrafic. Et il ne faut pas penser, c'est un autre point important aussi, il ne faut pas penser que les paradis fiscaux, en quelque sorte, se développent dans une sorte de logique étanche par rapport aux États de droit. Cette année, en 2010, le Canada a signé un accord de libre-échange avec le Panama, facilitant les investissements d'investisseurs panaméens au Canada. Donc, par un accord de ce type, on peut imaginer sans trop de difficulté que des acteurs du narcotrafic des Caraïbes profiteront de ces modalités d'investissement canado-panaméennes pour blanchir des fonds issus de trafic illicite sous la forme d'investissements licites et tout à fait classiques, ce qui est le blanchiment. Donc là, il y a un problème large, c'est que quand je parlais tout à l'heure de la moitié des flux financiers mondiaux qui transitent par les paradis fiscaux, c'est que ce sont des flux qu'on ne peut pas distinguer quant à leur nature licite ou illicite. Et donc, ça pose des problèmes politiques énormes, à savoir que lorsque les chefs d'État que nous avons dans nos juridictions aujourd'hui, qui trépignent d'impatience de voir le capital arriver chez eux, puisqu'il s'agit toujours de l'attirer, c'est d'attirer toujours ces fonds d'investissement souverains, hein, eh bien, on a de plus en plus de difficultés de savoir si les fonds qu'on cherche à attirer pour relancer nos économies, comme on dit, ne sont ou ne sont pas des fonds criminels. Et ça, ce sont des travaux très sérieux qui portent là-dessus. Je pense notamment à ceux du juge Jean de Maillard en France. Vous avez effleuré le thème du secret bancaire il y a quelques secondes. Est-ce qu'on pourrait dire que le secret bancaire, c'est l'instrument par excellence qui fortifie les paradis fiscaux? C'est en tous les cas une question fondamentale que celle du secret. Et c'est justement ce qui permet d'élargir la notion de paradis juridictionnel hein, à d'autres dimensions que la stricte question fiscale. C'est que lorsque des acteurs peuvent se soustraire aux règles de droit qui prévalent dans les démocraties, inscrire leurs activités aux Bahamas, à la Barbade, aux Bermudes, aux îles anglo-normandes, à la City de Londres, au Liechtenstein ou encore, ils deviennent en quelque sorte invisibles dans l'ordre de la légalité. Donc là, on a des acteurs qui peuvent être n'importe qui,
consigner des sommes inconnues aux fins de n'importe quel trafic sur lesquels personne ne pourra jamais enquêter. Donc, c'est là où on voit se développer, se déployer une ère de souveraineté occulte, au fond, qui est tout à fait autonome des institutions de droit qu'on s'est donné des décennies, voire des siècles, ici, à créer. Donc, à partir du moment où la moitié des flux financiers mondiaux transitent par des juridictions qui ne prévoient aucun contrôle, on a là un début d'explication fondamentale sur la disproportion de moyens entre le Nord et le Sud, sur la facilité par laquelle des acteurs privés accèdent aux ressources dans les pays du Sud, ont le dessus, je dirais, sur des autorités politiques devenues moribondes et corruptibles à merci, éventuellement mobilisent des mercenaires et pratiquent le trafic d'armes là où ça chauffe, et à partir de là, peuvent mener des opérations d'investissement dans les pays du Nord du moment qu'il est nécessaire de rapatrier les capitaux. Ce qui est très inquiétant, c'est de voir à quel point les États traditionnels, dont le Canada, facilitent le déploiement de ce régime secondaire de souveraineté-là. Il ne s'agit pas d'un face-à-face, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire souvent, mais par exemple, le Canada maintient depuis 1980 un corridor d'amnistie fiscale permanente entre sa juridiction et la Barbade. Hein? On fait comme si les acteurs canadiens qui investissent, là je pense que c'est 45 milliards de dollars, on fait comme si ces acteurs payaient déjà des impôts. Et lorsqu'ils rapatrient leurs fonds au Canada, on se dit qu'on ne les imposera pas une seconde fois. Donc, on présente ça comme des traités de non-double imposition, alors qu'il s'agit de traités de double non-imposition. C'est que les fonds ne sont pas imposés deux fois. Donc, on voit que par des échappatoires pareils, organisés par la classe politique, au fond, sans doute pour satisfaire une élite financière de laquelle elle est proche, on voit donc que cette classe politique est responsable de cet état de fait historique et qui n'est pas de... peut dire qu'on ne perd pas son temps à réfléchir sur ces questions-là. Est-ce qu'on pourrait dire que même les gens honnêtes contribuent au pouvoir des paradis fiscaux sans le savoir? Je ne sais pas si c'est en connaissance de cause ou pas, mais il reste que, sûrement d'une manière négligente, les autorités politiques permettent, au fond, sur le mode d'un laisser-faire ou sur le mode d'une capitulation, l'émergence de ce réseau d'États complaisants où on consigne dans le secret le plus total, dans l'opacité la plus totale, la moitié des flux financiers mondiaux. Si vous prenez par exemple le Canada qui signe un accord de libre-échange avec le Panama, qui ouvre un corridor d'amnistie fiscale permanente avec la Barbade depuis des décennies, qui partage son siège dans les instances de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international avec un collectif de paradis fiscaux, Belize, Saint-Kitts et Nevis, la Barbade, ainsi de suite. Certains d'entre ces juridictions sont considérés comme des narco-États par Washington, ainsi de suite. Là, on se dit qu'il y a des formes de complaisance, en tout cas, qui donne à penser que malgré des bombages de torse récurrents, puis malgré des prétentions à faire la lutte aux paradis fiscaux, on s'accommode très bien du système. Vous avez en Jean de Maillard un juge qui avance dans ses écrits que si on voulait faire disparaître les paradis fiscaux, ce serait l'histoire d'un trait de plume, parce que la plupart sont des dépendances britanniques ou américaines. Vous prenez par exemple la question de la plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui a créé la marée noire que l'on sait. Cette plateforme pétrolière-là, elle est immatriculée aux îles Marshall, qui est un port franc qui permet grosso modo l'impunité. Et ce port franc-là a un lien administratif avec les États-Unis d'Amérique. Alors on a la Maison-Blanche qui essaie d'obtenir réparation par rapport à une société qui a trouvé à enregistrer ses activités dans un port franc, une sorte de paradis fiscal du monde maritime, dédié au laisser-faire administratif, politique, juridique, fiscal et autres. Donc, comment s'y retrouver? Bon, la seule façon de s'y retrouver, c'est de se dire qu'on est bien avisé de réfléchir à ces questions-là et d'en faire un débat public. On sait que beaucoup de paradis fiscaux ont été mis sur pied dans des régions pauvres, sans doute pour attirer des capitaux et éventuellement enrichir la population. Est-ce que les retombées économiques ont eu un effet positif pour les populations locales? Il y a peut-être certains cas où on peut l'affirmer. Par exemple, le Luxembourg, dans les années 70, était une juridiction dont l'économie tournait autour
de l'exploitation des mines. Bon, c'était un pays qui, à cet égard, battait de l'aile. Et la transformation du Luxembourg en un paradis bancaire, qui est celui que l'on sait aujourd'hui, a pu profiter à la classe moyenne dans la mesure où elle s'est trouvé des emplois dans le secteur bancaire qui a littéralement explosé dans ces années-là. Dans les pays du Sud, cependant, c'est une autre histoire. Très souvent, les acteurs... les nouveaux acteurs qui arrivent et qui sont des avocats d'affaires qui permettent l'immatriculation ou l'enregistrement factice de sociétés dans la juridiction ne relancent pas vraiment, ne permettent pas nécessairement de relancer l'économie. Et en plus, on assiste à une détérioration telle de l'État qui regarde sa fonction de pourvoyeur de services publics qu'on se trouve en quelque sorte démuni quand on est l'insulaire ou le citadin d'un paradis fiscal. Faut aussi noter que l'État va souvent chercher ses revenus dans des droits de douane qui augmentent. Donc, des populations, par exemple, dans les îles des Caraïbes ou dans les îles anglo-normandes, se trouvent à payer plus cher qu'auparavant les denrées qu'elles ont besoin d'importer, étant donné que dans le contexte d'une île, on comprend bien qu'on ne peut pas être tout à fait autarcique, alors que les grands détenteurs de capitaux profitent de la transformation de leur juridiction en un paradis fiscal qui leur permet d'éviter toute forme d'imposition. Vous qualifiez de timide et de timoré l'attitude des médias envers le thème des intérêts offshore et des paradis fiscaux. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? J'observe deux choses qui sont assez intrigantes au fond. Il s'agit d'un paradoxe. D'une part, j'espère que c'est de moins en moins vrai, mais on observe néanmoins que par rapport à la question des paradis fiscaux, il y a très souvent de la part des interlocuteurs potentiels quant à cette question des formes d'inhibition. Qu'on soit journaliste ou même sociologue ou concierge ou boulanger ou peu importe la pratique professionnelle, la discipline, à moins d'être juriste et fiscaliste et encore, on n'ose pas tellement parler des paradis fiscaux parce qu'on a l'impression que c'est une question trouble, qui nous échappe, qui est beaucoup spéculative, et qui renvoie à quelque chose d'assez mystérieux. Et au fond, les paradis fiscaux existants pour qu'on ne puisse pas parler positivement et empiriquement de ce qui s'y trame, on finit par ne plus en parler du tout, puis même à faire comme s'ils n'existaient pas. Bon, ça, c'est un gros problème qui concerne, bien sûr, le journalisme, mais aussi tous les champs d'activité sociale, à peu près. Cependant, en même temps qu'on observe ça, on observe que la question des paradis fiscaux est omniprésente dans l'esthétique de masse, dans le cinéma d'Hollywood, dans les romans de gare, les romans noirs américains, dans la bande dessinée belge, dans même des romans au Québec comme ceux de Serge Lamotte ou de Pelletier. Donc là, ce qu'on voit, c'est à quel point dans nos intrigues qu'on nous sert, au quotidien, et là, on va du meilleur au pire, même en ce qui concerne l'appréciation esthétique. Autant dans les films de Fritz Lang, de Jean-Luc Godard, que dans les films de série B d'Hollywood, en passant au milieu dans les romans de John Grisham, qui sont bien potables et voire mieux. On a là toujours, et par rapport parfois à des descriptions assez complexes, la question des paradis fiscaux qui émerge. Dans beaucoup de secteurs d'activité, autant dans le transport maritime que dans le trafic d'armes, que dans la corruption, que dans les fusions d'entreprises, il va toujours y avoir à un moment donné un compte suisse qui apparaît, une référence à telle banque des Bermudes ou je ne sais trop à quel convoi qui passe par le Liechtenstein. Bon, il y a cette question offshore qui est incontournable. Pourquoi? Et là, on peut remonter jusqu'à Aristote et à sa poétique. C'est parce que simplement, il y a un principe de vraisemblance qui s'impose. C'est que les réalisateurs d'Hollywood ou les écrivains de New York ou les concepteurs de bandes dessinées à Bruxelles voient bien que si on veut présenter un acteur mafieux comme étant ténébreux et puissant, on ne va pas le montrer se balader avec une valise de coupures de billets. On va, au contraire, le montrer manipuler des comptes par des associés puis des comptables à sa solde dans les paradis fiscaux. Ça fait partie du principe de vraisemblance, sinon on n'y croirait pas. Donc on se rend compte qu'il y a une conscience bien réelle du problème offshore au sein du public, mais que cette conscience-là n'ose pas se politiser. Et je pense que le travail du chercheur, c'est en partie de donner un certain nombre
d'éléments lexicaux et grammaticaux pour arriver à composer avec des problèmes de l'époque tels que celui des paradis fiscaux et des juridictions de complaisance. Après avoir lu votre livre, beaucoup de gens vont vous demander ce qu'ils peuvent faire individuellement pour lutter contre la fortification des paradis fiscaux. Est-ce que vous avez une réponse à leur offrir? Et très souvent, on me pose la question, mais moi, et puis donc la réponse est dans la question, hein, moi, petit individu de rien du tout qui vit dans son demi-sous-sol à regarder la télé, puis à commander des pizzas, quoi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, la réponse à la question, rien du tout. Du moment qu'on se conçoit comme ça, rien du tout. Mais dans l'histoire, que ce soit, je dirais, on n'a qu'à penser les événements marquants de 1848, de la fin du 19e siècle, dire la deuxième moitié du 20e, pour considérer que c'est à titre de collectivité qu'on arrive à peser sur le cours historique des choses et que les peuples arrivent à être souverains. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément, c'est d'avoir le courage de regarder la réalité en face et de se dire que les paradis fiscaux et les juridictions de complaisance, en tant qu'ils gangrènent l'économie réelle et nuisent à l'essor des États de droit, sont un problème majeur qui va traverser le 21e siècle au moins. Hein? Et il ne faut pas penser que telle mesure administrative, tel formulaire qu'on demande aux banquiers de faire remplir à leurs clients, ou je ne sais trop quel système de surveillance par les pairs entre des États qui ont des cadavres dans le placard, et ainsi de suite, va régler le problème. Et ce fantasme, voulant qu'on règle les problèmes d'un coup de baguette magique, n'est pas pertinent. Ça serait un petit peu dans le domaine environnemental, comme d'estimer qu'en créant une piste cyclable, on va régler le problème du trou dans la couche d'ozone. Il faut avoir, en quelque sorte, faire preuve de mesure entre les solutions qu'on apporte, ou que l'on souhaite, d'une part, et d'autre part, l'état des problèmes. Et mon travail consiste à mesurer l'état des problèmes et effectivement à voir comment on peut avancer. Il y a une façon d'avancer, une fois qu'on a compris ça, il me semble, c'est de considérer à quel point les paradis fiscaux et les juridictions de complaisance nuisent aux acteurs civiques dans maints secteurs d'activité. Et que cette question des paradis fiscaux ne doit en rien être colportée et analysée par des acteurs choisis, que serait telle organisation, tel intellectuel, tel représentant de quelque chose, ainsi de suite. Non, dans chaque sphère d'activité, les recteurs, les maires, les artistes, les étudiants, les étudiantes, les tenants de l'économie locale, ceux qui militent pour un Québec sans pauvreté, par exemple. Dans toutes les sphères d'activité, on se doit de comprendre en quoi l'appauvrissement de l'État, étant donné son incapacité à aller chercher les revenus là où il fuit, concerne les acteurs de ces sphères d'activité différentes-là. Et le jour où on aura entendu le fait que le problème des paradis fiscaux est transversal et qu'il concerne toutes ces sphères d'activité, l'éducation, la recherche, la santé publique, les programmes sociaux, l'économie locale, les petites et moyennes entreprises, ainsi de suite, la culture, du moment qu'on aura compris collectivement que par secteur respectif, on est touché par le problème des paradis fiscaux, on arrivera à déployer des argumentaires cohérents eu égard au secteur d'activité qui est le sien, et on avancera. On avancera en ce sens. Vous dites quelque chose, et ce n'est pas simplement un propos vague, c'est la thèse de votre livre. Vous dites que les paradis fiscaux et l'offshore plus généralement obligent à redéfinir plusieurs notions comme l'état de droit, la souveraineté politique, justice, loi, les crimes, les classes sociales, la rationalité économique. Ça fait beaucoup de notions à repenser. Pour vous, M. Deneau, l'offshore, c'est la question politique de notre époque? Mais la question politique de l'époque, c'est de savoir qui a la prérogative de décider pour les collectivités. Qui est souverain? Je pense que la question de la souveraineté est centrale aujourd'hui par rapport aux enjeux offshore et à ceux des juridictions de complaisance. Qui décide? Vous et moi, si on décide aujourd'hui que la peine de mort est abolie au Texas, il ne s'en suivra rien parce que nous ne sommes pas souverains en la matière. Mais le gouverneur du Texas, lui, il l'est. Donc, quand il décide de quelque chose, il s'en suit un effet. Donc, il est souverain en cela. Tout ça suit un raisonnement lié à la théorie de la souveraineté là, qui a traversé les siècles jusqu'au début du 20e, disons. Pendant longtemps, on estimait que le souverain dépendait d'une reconnaissance des peuples par rapport à la légitimité de son pouvoir
Tout ça a été contesté, débattu. Et on s'est demandé si, en fait, le souverain devait être plutôt l'institution ou bien le peuple qui confère ce pouvoir à l'institution qu'il représente, ainsi de suite. Il y a eu des débats historiques qu'on connaît. L'idée aujourd'hui, c'est de constater que le débat n'est plus du tout là. Le foyer s'est déplacé. Et en fait, ce qui compte aujourd'hui, c'est de considérer que des acteurs qui ne sont pas encadrés par la Constitution, pour qui on n'a pas à voter, qui ne sont pas encadrés, qui ne sont pas surveillés, dont l'activité est très peu commentée au fond d'un point de vue sociopolitique, ont des prérogatives et prennent des décisions qui ont des effets considérables dans la vie des peuples. Et je pense encore une fois à ces acteurs, à ces multinationales, à ces banques, à ces compagnies d'assurance, à ces filiales d'entreprises qui peuvent, dans les paradis fiscaux, disposer de moyens colossaux pour faire valoir leur vue indépendamment des règles de droit. Et ça, c'est très important. Et longtemps, on a lu et critiqué et argumenté pour les quelques-uns qui le faisaient, là, la question des paradis fiscaux avec un lexique traditionnel qui était le nôtre. Moi, je propose à ce stade que l'on inverse le rapport et qu'on se demande comment le problème offshore affecte la sémantique par laquelle on pense la politique. Quand la moitié des données financières mondiales ne sont pas accessibles, comment on pense une institution de droit qui se prétend politique et souveraine? Et il y a des symptômes intéressants, je peux finir là-dessus. On est tous à même de constater l'inanité des thèmes électoraux en situation de campagne. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que les acteurs politiques mesurent le peu de portée qu'ont aujourd'hui leurs propres institutions sur le réel historique, soit parce qu'ils abdiquent, soit parce qu'effectivement, il y a un problème de rapport de force entre deux ordres de souveraineté, celui des États traditionnels et celui des États offshore, qui permet à des multinationales et à des acteurs très, très puissants de se passer des règles de droit, en fait, de les transcender pour agir à leur guise. Monsieur Deneau, si on continue cette entrevue, vous avez publié 2 travaux sur la sociologie de Georg Simmel, une traduction d'abord L'argent dans la culture moderne et aussi Les actes d'un colloque, Georg Simmel et les sciences de la culture, tous les deux aux presses de l'Université Laval. On sait que Simmel était un intellectuel assez polyvalent, philosophe et sociologue. Il écrivait sur plusieurs thèmes comme l'argent, la religion, l'art, la mode, les villes, les pauvres, en évitant de limiter sa réflexion sur des sujets archi-précis comme on le fait aujourd'hui dans le monde universitaire. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Simmel a évité de tomber dans le piège de l'archi-spécialisation qui rend incapable de penser la société dans son ensemble, comme c'est souvent le cas dans le monde de la recherche de nos jours? Oui, en effet, Simmel est un penseur intrinsèquement interdisciplinaire. C'est-à-dire que très souvent, aujourd'hui, pas toujours, mais souvent, quand on parle d'interdisciplinarité, on va organiser des rencontres entre un juriste, un sociologue, un économiste. Donc, on va, à partir des disciplines respectives des uns et des autres, élaborer un discours qui sera plus ou moins composite. Simmel est quelqu'un qui, lui, intégrait de manière assez intense plusieurs contributions disciplinaires, culturelles et scientifiques. Donc, c'est quelqu'un qui pouvait penser l'argent en insistant sur quelque chose dès son introduction, à savoir que l'argent n'est pas un objet à proprement parler économique s'il s'agit de penser l'économie du point de vue des sciences économiques, mais que l'argent concerne autant la littérature que la sociologie, que la psychanalyse qui était naissante. Là, il ne la nomme pas comme telle, mais on sent bien qu'il tend vers cette direction, que l'histoire, que l'anthropologie, que tellement de choses, quoi. Bien évidemment. Et en fait, ce que rappelle Simmel, au fond, ce qu'il rappelle peut-être pas explicitement, mais à le lire, c'est à quel point la notion même d'économie n'est en rien réductible à ce qu'en ont fait les disciplines éponymes. Et à l'époque où Simmel écrivait, au 19e siècle, 20e siècle, au tournant des 2 siècles, l'économie était de toute façon une notion qui appartenait à différents champs du savoir, en linguistique, en sociologie, en psychologie, en biologie, en philosophie et dans d'autres disciplines nombreuses. On parlait d'économie sans avoir l'impression de commettre en quelque sorte un emprunt métaphorique.
auprès d'une discipline qui serait, elle, dépositaire du sens propre des mots. Donc, Grémas, par exemple, par rapport à la linguistique, je veux dire, même dans la Bible, il y a question en théologie beaucoup d'économie. Bon, il y avait lieu de voir les exemples m'échappent parce que j'essaie de donner dans la concision, mais on voyait ce terme d'économie, c'est tous les concepts afférents de circulation, de valorisation, et ainsi de suite apparaître. Et donc, Simmel est quelqu'un qui a considéré que l'argent participait de toutes ces économies-là, et pas seulement de l'économie financière. Et par économie, il y a le fait de faire l'économie d'opération. Et bon, on n'a pas le temps d'aller dans le détail, c'est 600 pages plus toute une œuvre qu'il faudrait résumer ici, mais on peut donner un exemple. Si quelqu'un se rend dans un café, et bon, on commande un café et le consomme et part sans payer, bon, on peut s'imaginer que le garçon de café va sortir, il va lui demander son dû, et ce client lui répondra s'il est un peu tordu, ben écoutez, mon brave monsieur, oui, j'ai bu un café, je ne l'ai pas payé, mais j'ai aidé tout à l'heure une vieille dame à traverser la rue, au fond, ça se vaut bien, puis un jour, quelqu'un vous rendra service et tout sera soldé, quoi. Bon, et c'est là qu'on voit que c'est absurde, et que si on se passe de l'argent, et si on se passe d'un certain nombre d'instruments comme ceux-là, en fait, on se prive de la possibilité de faire l'économie de certaines opérations mentales. Là, on se met à tout réfléchir. Ben, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une brosse à dents, puis une bière, puis un carnet de notes et je ne sais trop quoi, une paire de chaussures, bon, s'équivalent ou pas, quoi. Et donc, l'argent, c'est un instrument qui permet la compatibilité, la comparabilité et la comptabilité de faits de valeur hétérogènes entre eux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vraiment pour résumer à toute vitesse, c'est que Simmel s'inquiète de la façon dont, dans notre culture, on est passé d'un mode appréciatif lié à la valeur des choses à un mode appréciatif lié à la valeur propre de l'argent, et où on a fini par pervertir l'argent en voyant la valeur en lui, alors que l'argent a toujours été, selon lui, un média entre des faits de valeur disons, factuels ou empiriques. Et c'est ce qui lui faisait dire, pendant la Première Guerre mondiale, qu'au moins un apport de cette guerre absolument terrible par ailleurs, c'était qu'avec les coupons qu'avaient les gens pour acheter du pain ou pour acheter des denrées, ils revenaient à une appréciation des choses pour elles-mêmes sans croire encore que la valeur était dans ces billets conventionnels qu'on fait circuler au titre des bons de valeur. Pourquoi est-ce que partout où il est question d'argent, on voit surgir tôt ou tard d'énormes questions éthiques? Parce que l'argent est un écran entre la conscience et un ordre du monde. C'est-à-dire que l'argent permettant de faire l'économie d'opération, il fait aussi l'économie d'affect. Il y a une phrase très importante dans L'argent dans la culture moderne, où Simmel dit, au fond, des acteurs qui sont intéressés par des opérations d'argent peuvent mener des activités qu'on hésiterait à faire s'il s'agissait de vivre effectivement les conséquences de ces actes. C'est-à-dire que, bon, voir des cours monter ou descendre à la bourse reste quand même une opération propre du point de vue de l'économie psychique. Bon, ça monte, ça descend, tout ça se fait sur à travers des écrans ou des journaux mis en page et bon, esthétisés, quoi. Mais qu'est-ce qu'il en coûte pour qu'une action monte à la bourse? Est-ce qu'il faut, ailleurs dans le monde, piller les ressources, polluer à l'extrême, déforester? Est-ce qu'il faut corrompre? Est-ce qu'il faut pratiquer différentes activités sanguinaires? Qu'est-ce qu'il en coûte pour qu'une action monte à la bourse? Ça, l'opération financière elle-même nous permet de faire l'économie de ces réflexions-là en disant, bon, ben, mes actifs sont à la hausse, ou ainsi de suite. On sait que Simmel était assez polyvalent et interdisciplinaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire de Simmel qu'il aide à rappeler l'importance de l'interdisciplinarité pour comprendre le rôle des paradis fiscaux dans le monde contemporain? Oh oui, tout à fait. C'est par Simmel est quelqu'un qui n'a pas développé de méthode, qui n'a pas vraiment développé de théorie.
au sens là, d'un lexique qui serait réutilisable à des fins heuristiques pour penser le savoir, le réel, ainsi de suite. Il est quelqu'un qui est un penseur qui est très intéressant à titre de tremplin, quand vient le temps de réfléchir sur un certain nombre d'aspects quant à un même problème. Et c'est la raison pour laquelle il a été manifestement beaucoup lu au 20e siècle, mais fort peu cité. Fort peu cité parce qu'il n'est pas utilisable tel quel, contrairement à quelqu'un comme Freud ou Marx, par exemple, qu'on peut assez vite mobiliser et dont on peut appliquer, si on veut, la pensée, malgré toutes sortes de problèmes qui ont pu advenir historiquement. Là, Zimel n'invite pas à cela, mais il invite à se dire qu'un problème peut être abordé par rapport aux minces aspects qu'il caractérise. Et en cela, effectivement, il nourrit considérablement un questionnement méthodologique, par exemple, sur ce qu'est agir de manière interdisciplinaire dans la recherche. Est-ce qu'on est temps? Ça fait quoi? Monsieur Deneau, merci de nous accorder cette deuxième entrevue pour parler de votre autre livre, Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique, publié il y a quelque temps aux éditions Éco-Société, pour mettre les choses au clair. Si je vous posais une question sur la nature de votre livre, dans Noir Canada, est-ce que vous faites le procès des cas que vous avez étudiés dans le livre? Oui, il y a quelques détracteurs qui ont bien voulu le croire, mais en fait, il s'agit d'un travail de collection de sources multiples sur le rôle préjudiciable de sociétés canadiennes en Afrique. Comme on le sait, du moment qu'on prend la peine de se poser la question, il y a énormément de documents internationaux qui allèguent le fait de cas d'abus graves de la part de sociétés minières et autres canadiennes en Afrique. Et donc, notre travail a consisté en deux choses. D'une part, rendre compte de cette documentation-là, qui est très sérieuse. On parle de rapports de l'ONU, de dépositions faites dans des forums ou des audiences à la Chambre des représentants à Washington, où par après, on est tombé sur un mandat d'arrestation de la Cour espagnole, ainsi de suite, des rapports parlementaires, des rapports d'organisations civiques internationales très connus. Bon, et ce qu'on constate, in fine, c'est en fait l'existence d'une abondante documentation sur des cas de corruption, de trafic d'armes, de collusion avec des seigneurs de guerre dans des situations africaines qui nous éloignent beaucoup de la proverbiale réputation que le Canada souhaite donner de lui-même. Donc, on a, dans un premier temps, rendu compte de cette documentation-là parce qu'elle n'était pas très connue ici, quoi qu'elle le soit, de par le monde, d'une part, et d'autre part, analyser ces données pour comprendre que le Canada, comme juridiction, soutient l'industrie extractive mondiale. À peu près 2 sociétés minières sur 3 au monde sont canadiennes, et donc il s'est agi d'analyser tout ça. Et au début de votre livre, vous mettez clairement l'accent sur le fait que vous voulez faire valoir la nécessité de créer une commission. Quel genre de commission et pourquoi? Bien, on se rend compte que, je dirais, à moins là, d'être conspirationniste puis de croire en la théorie du complot, là, il ne se peut pas que des penseurs venus de cultures différentes, congolais, allemands, américains, britanniques, canadiens, ainsi de suite, travaillant dans des organisations différentes, sur différents continents, dans des langues différentes, dans des corps de métiers différents, par rapport à des approches différentes, et qui, grosso modo, cernent le problème de la présence canadienne en Afrique de la même manière, errent tous ensemble pour, je ne sais trop quoi, dire attaquer l'establishment financier canadien. On sait très bien qu'il y a quelque chose de pertinent à avoir cette somme de documentation-là pointée du doigt ces multinationales, et on pense qu'il devrait y avoir une commission d'enquête pour faire la lumière sur tous ces cas et sur d'autres qu'on pourrait, chemin faisant, découvrir, parce qu'on sait très bien qu'il est très difficile de faire des recherches de terrain dans des contextes tendus d'Afrique ou même dans des situations plus pacifiées, d'une part, et ensuite espérer qu'il y ait des poursuites le cas échéant, si effectivement il s'avère que les allégations sont très sérieuses, éventuellement des condamnations, des excuses publiques de la part du gouvernement canadien à des populations qui auraient été lésées en Afrique, par exemple relativement à des cas de crimes de guerre ou de soutien à des criminels de guerre ou de destruction de l'environnement, ainsi de suite, atteinte à la santé publique.
et puis qu'éventuellement, il y a des programmes de réparation. Tout ça peut être envisagé comme ça s'est fait ou comme ça a été souhaité dans d'autres cas de figure comparables dans l'histoire. Dans la première entrevue, on vous a beaucoup fait parler des paradis fiscaux, mais dans Noir Canada, vous parlez d'une autre forme de paradis. Ce sont les paradis judiciaires. Qu'est-ce qu'un paradis judiciaire? On peut qualifier de paradis judiciaire et réglementaire une juridiction qui offre à un acteur comme une multinationale ou une société minière, c'est le cas du Canada, un cadre juridictionnel qui offre une forme de couverture de fait, là, officieusement, en ce qui concerne le Canada, quant à ce que cette société ferait à l'extérieur des frontières. Donc, on peut, par exemple, en sachant que les sociétés minières canadiennes ont parfois des capitaux de l'étranger, qui peuvent être belges, israéliens, suédois, américains, ainsi de suite, on peut donc choisir de s'enregistrer au Canada parce qu'on sait qu'au Canada, on a droit à une sorte de couverture que le législateur prévoit là, en matière judiciaire et politique, quant à ce que les sociétés en question pourraient avoir commis à l'étranger en termes d'abus. Donc là, il y a une sorte de paradis réglementaire et judiciaire qui prévaut pour ces sociétés-là et on peut expliquer de cette façon le fait que 2 sociétés minières sur 3 dans le monde soient canadiennes. Pourquoi, malgré l'abondance de faits, parle-t-on si peu de la responsabilité canadienne dans plusieurs situations désolantes en Afrique? Bien évidemment, il s'agit dans Noir Canada de présenter une image critique d'un pays qui se targue d'être l'ami du genre humain sur toutes les tribunes internationales qu'on prête aux représentants de notre État. Et de voir qu'effectivement, les entreprises canadiennes ne sont pas nécessairement responsables de guerres qui ont lieu sur le continent africain. Mais certes, on peut penser, on a de sérieuses raisons de penser que dans certaines régions en guerre, en Afrique, des entreprises ou des acteurs canadiens ont attisé les conflits, ont instrumentalisé les conflits, ou en tout cas ont tiré profit, peut-être par négligence, je ne sais trop, il ne s'agit pas d'un procès d'intention, mais ont tiré profit de leur participation à titre de partenaires commerciaux à ces conflits. En fait, ce sont des questions qui sont soulevées dans les universités du monde, je veux dire dans différentes salles de presse, là où on réfléchit vraiment aux enjeux géopolitiques et économiques. Et il m'a semblé que ce débat-là devait avoir lieu au premier chef ici, puisque beaucoup de sociétés minières canadiennes sont présentes comme partenaires commerciaux dans des régions de conflit en Afrique, sans parler d'autres régions où là, il y a aussi des phénomènes graves d'abus qui ont cours et qu'il faudrait commencer à questionner. Et depuis la publication de votre livre, votre situation est de mieux en mieux connue dans le monde de l'édition et de la recherche. Vous faites poursuivre par 2 compagnies minières pour le contenu de votre livre. Qu'est-ce que ce procès signifie aujourd'hui pour le monde de la recherche? Ce qui se produit, c'est que le Noir Canada devient l'emblème d'un phénomène qui restait largement tu dans le domaine universitaire comme dans d'autres secteurs d'activité sociale. Le professeur de droit de l'Université de Montréal, Pierre Trudel, par exemple, passait dans les studios de Radio-Canada un jour et parlait donc de ce qu'on appelle les poursuites bâillons, les poursuites qui visent à neutraliser tout acteur qui vise à participer au débat public, c'est la définition qu'un sommaire. Donc Pierre Trudel disait, à l'Université de Montréal, où je travaille, justement, là, 2 chercheurs ont dû taire les résultats de leur recherche par crainte des poursuites. Et là, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a un phénomène d'autocensure très grave dans l'université qui se manifeste par la censure qu'on s'impose à soi-même, d'une part, et aussi par l'utilisation de mots valises, c'est-à-dire la bonne gouvernance ou la responsabilité sociale des entreprises ou la sécurité humaine ou l'aide au développement, plutôt que de parler de phénomènes donc, qui mériteraient d'être nommés avec un vocabulaire beaucoup plus précis. Et donc, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a tout un lexique subventionnés par des bailleurs de fonds qui sont souvent davantage animés par des idéologues que par des chercheurs, là, pour arriver à certains résultats en ce qui concerne la sémantique publique. Et cette complicité-là, mêlée d'autocensure, représente une menace qui pèse actuellement, oui, sur l'état du savoir dans notre société. Monsieur Poupard, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre « Adaptation et immutabilité en droit musulman, l'expérience marocaine ». Si on commençait en parlant du titre de votre livre, « Adaptation et immutabilité ». L'immutabilité, qu'est-ce que ça veut dire? Adaptation et immutabilité, ceux qui disent qu'il faut revenir
à l'islam du 7e siècle, l'islam de l'origine. Donc, ne pas modifier le système, c'est l'islam immuable, parce que c'est la parole de Dieu qui ne doit pas être interprétée. Vous avez par ailleurs les gens qui disent qu'il faut interpréter la parole de Dieu et donc l'adapter progressivement à la situation économique et sociale des différentes sociétés musulmanes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'origine, le Coran est descendu du ciel par l'ange Gabriel selon les musulmans, et c'est la parole de Dieu qui descend sur terre, mais Dieu voulait être compris, et il voulait être compris par des Arabes bédouins qui vivent au 7e siècle en Arabie saoudite dans le désert. Donc on peut imaginer très bien qu'aujourd'hui, Dieu ne parle plus à la même clientèle, aux mêmes auditeurs, aux mêmes personnes, et que même Dieu parlerait différemment aujourd'hui pour expliquer son message. Donc, c'est le conflit aujourd'hui, on le voit très bien dans toutes les sociétés, entre l'adaptation et l'immutabilité, c'est-à-dire les sociétés qui veulent revenir à la lettre du Coran. Et certains expliquent le retard qu'on accorde aujourd'hui aux sociétés arabo-musulmanes par l'abandon, justement, de cette parole de Dieu à laquelle il faudrait revenir. Votre livre traite du droit musulman. Pourquoi avoir retenu le cas du Maroc pour parler du droit musulman? Aujourd'hui, au Maroc, on vient de faire une réforme relativement libérale, mais dans un contexte où les idées dominantes sont plutôt conservatrices, intégristes. Donc, c'est l'intérêt de cette réforme qui se fait dans un contexte conservateur. La volonté du roi du Maroc, parce qu'il s'est accordé tous les pouvoirs finalement dans le cadre de cette réforme, la volonté du roi du Maroc de concilier le référent islamique et le référent universel qu'on trouve dans les chartes des droits et libertés. Dans votre livre, vous dites que contrairement au common law et au code civil français, le droit musulman n'est pas le résultat du droit d'un État. Alors, c'est le résultat de quoi? C'est probablement l'aspect qui m'a amené à m'intéresser au droit musulman. Quelle est la différence entre les droits que nous connaissons, la common law, le droit civil, et pas seulement le droit civil français, le droit civil québécois aussi, un droit qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Alors que le droit musulman est un droit qui a été élaboré à partir du Coran. Le droit musulman, la charia, n'est pas un droit étatique, c'est un droit qui a été développé, élaboré par les théologiens juristes musulmans au cours de l'histoire. Et ce processus s'est continué jusqu'au XIIe siècle environ. Et à ce moment-là, comme l'islam était soumis à toutes sortes de pressions, ces grands spécialistes, ces théologiens juristes ont décidé que l'islam avait atteint son apogée, que l'islam s'était développé au maximum et que donc maintenant il fallait fermer la porte de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est le raisonnement critique sur le droit musulman, sur l'ensemble de la société musulmane. Et donc, il fallait fermer la porte, c'est-à-dire, d'une certaine façon, stériliser ou bloquer l'évolution du droit. Donc, ce qui a entraîné une accélération de ce qu'on peut appeler la décadence des sociétés musulmanes à la fin du 19e siècle. Il y a eu le renouveau, la renaissance musulmane. Et aujourd'hui, on assiste peut-être à une nouvelle fermeture de la porte, comme je disais précédemment. Il y a un retour au conservatisme, au salafisme, à une volonté de revenir à la lettre du Coran, à la lettre de l'islam, plutôt que de continuer à élaborer des nouvelles règles qui correspondent aux attentes des citoyens musulmans d'aujourd'hui. Les racines du droit musulman et du droit occidental sont quand même assez éloignées. Existe-t-il quand même des points communs entre les deux? Oui, en fait, qu'on parle de la charia ou du droit occidental, on parle toujours de droit.
c'est-à-dire d'une volonté de régir et d'aménager les rapports sociaux entre les citoyens d'un pays, les citoyens d'un État. Et donc, sous cet angle-là, il y a un rapprochement net. Ce qui distingue les deux systèmes de droit essentiellement, c'est que dans la mesure où le droit occidental s'est laïcisé au cours des années, il devient plus facile de l'appliquer à l'ensemble des citoyens du pays. Dans un cadre où c'est la religion qui est à la base du système juridique, il est difficile d'intégrer dans ce système les citoyens qui ne sont pas de confession musulmane. Et donc, il faut prévoir un régime particulier pour les non-musulmans. Dans le code, le nouveau code marocain du droit des personnes, il y a des dispositions particulières pour les citoyens juifs. Donc, vous voyez, c'est une belle illustration du fait que dans un droit à caractère religieux, ce droit religieux ne peut régir que les membres de cette religion. Les personnes de confessions différentes peuvent être et doivent idéalement être soumises à un autre système de droit et on aboutit à non pas un système de droit, mais à des systèmes de droit différents en fonction de l'origine religieuse des personnes. Donc, c'est difficile dans un système élaboré sur la base d'une religion de n'avoir qu'un système juridique dans la mesure où on veut respecter la religion des autres citoyens de ce pays. La Faculté des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal était fière de contribuer à la diffusion de la recherche en soutenant cette série documentaire. Les cahiers de lecture ont été fiers de contribuer à la diffusion de la littérature universitaire en soutenant cette émission.